Bienvenue à un nouvel épisode du Balado avec un E. Aujourd'hui, vous êtes avec Camille et Marie-Soleil, puis on recevait Mélanie Couture, humoriste, pour parler de ses débuts en sexologie, puis de son virage en humour par après. Donc, ça a été une conversation vraiment intéressante. On en a beaucoup appris sur elle et son parcours. Donc, là-dessus, je vous laisse sur l'épisode. Bonne écoute! C'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Pas mal de femmes ont envie de dire, oui, on peut avoir du plaisir dans la vie, dans le respect de l'intégrité de nos corps. Protégeons, aidons, écoutons, respectons les survivantes. C'est la culture du viol. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté notre invitation au balado. On est contente de te recevoir. Je suis contente d'être là. Je trouve ça le fun que vous ayez un balado. Ah, ben merci. Premièrement, on aurait aimé ça pour les gens peut-être qui ne te connaissent pas à la maison. J'imagine qu'il y en a quand même une bonne partie qui vont cliquer sur le balado parce qu'ils savent un peu t'es qui. Mais sinon, c'est qui Mélanie Couture? Mélanie Couture, tu veux un CV là, genre, ou tu veux savoir qui je suis dans mes profondes valeurs? Qu'est-ce qui t'a forgé en tant que femme? Puis c'est quoi ton parcours en gros? En fait, je suis une jeune fille, née des parents qui trouvaient l'école bien, bien, bien important. Alors, ils se sont fait un high five, quand j'ai eu mon bac en sexologie parce que mon frère avait déjà lui aussi gradué de l'université, puis ils ont fait: «Yes, 2 en 2». Fait que on dirait que c'était une mission de vie, là. Ils étaient contents. J'étais très contente aussi d'avoir mon bac en sexologie. J'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans. En fait, j'ai fait le bac de 97 à 2001, puis j'ai travaillé de 2001 à 2005 pratiquement. Fait que presque 4 ans et demi, 5 ans, chez Émissaire, qui est un organisme, communautaire, sur la Rive-Sud qui, fait de l'éducation, sexuelle. Ah, Peut-être que vous avez eu, malgré que vous n'êtes pas situé sur la Rive-Sud, fait que vous ne travaillez pas en collaboration avec eux autres, là, mais ça existe encore? oui, 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 ils couvrent la Montérégie. C'est juste que le programme que moi j'enseignais a été modifié, je pense, ou en tout cas n'existe plus, là, ça fait un bout de temps que je suis plus là. Mais il y a une bonne partie de l'équipe en place qui est là longtemps parce que c'est un super organisme, qui, ne paye pas dans des braquettes de communautaires non plus, fait que ça aide beaucoup à garder, son personnel. Et j'ai adoré cette job-là, mais après ça, je suis allée à l'École nationale de l'humour. Je te raconterai, si tu veux, les détails de pourquoi je me suis ramassée là. Et je suis devenue humoriste, ça, j'ai fait ça de 2005 à 2007. Et puis, l'humour, m'a beaucoup attirée, j'avais l'impression que ça faisait une classe plus grande que quand j'enseignais. Puis, tu vois, je suis par la bande au niveau personnel devenue maman. Alors je suis une maman humoriste qui détient un bac en sexologie, qui tripe à faire de l'éducation déguisée en humour, et qui, n'a plus les contraintes d'être sexologue, aussi parce que ça devient quand même contraignant quand tu veux dépasser les bornes de ce que l'ordre peut te permettre de faire. Ce qui est très bien pour les gens qui sont encore sexologues, mais qui, pour moi, ne serait pas bien, en tant qu'humoriste, là. Ouais. Premièrement, tu sais, là, tu parles que tes parents voulaient bien que tu ailles à l'université. Fait que j'imagine que dans ta tête, c'était comme: «Je vais me trouver un programme», puis ou tu sais, c'était pas mal dans tes plans, j'imagine, de faire un bac ou mais qu'est-ce qui a Ouais. fait que tu as choisi la sexo? Puis tu sais, là, de plus en plus, c'est vraiment populaire un peu, tu sais, je pense que le programme se développe de plus en plus, mais à ce moment-là, en 97, pour En 97, c'était, surprenamment déjà contingenté, mais j'imagine que peut-être qu'il y avait moins de place. Je ne sais pas exactement là, pourquoi c'était contingenté. Mais moi, je suis rentrée au cégep en sciences santé et j'ai fait, une session pour, pleurer en boule sur les cours de mathématiques. Fait que j'ai dit comme: «Hey, c'est pas pour moi cette affaire-là», mais je savais pas dans quoi m'orienter exactement parce que, tu sais, je suis allée dans une école secondaire qui prônait que les sciences, ça ouvrait les portes de tout, tu sais, mais je pense qu'ils avaient pas vraiment bien compris les sciences humaines. Fait que on avait tendance à tous s'en aller en sciences pures ou en sciences santé pour se dire: «Hey, on n'aura pas de porte de fermée». Hem
Puis finalement, je suis allée voir un orienteur qui, m'a fait passer un test en orientation. Dans ce temps-là, les tests, bon, j'imagine que c'est un peu semblable, là. Tu passes 1 heure de questionnaire, c'est super long, puis bon, toute la patente. Puis moi, il m'avait insulté parce que la première réponse, en tout cas au job qui était proposé au-dessus de la feuille quand que l'imprimante a sorti les résultats, c'était prêtre. Fait que Oh, j'étais OK. vraiment fâchée parce que j'étais comme: «Hey, là, tu viens de me faire perdre mon temps. La première question que tu m'as posée, c'était quoi mon sexe?» Fait que moi, dans ma religion, j'ai pas le droit, tu sais. Ben, dans ma religion, la religion dans laquelle j'ai été élevée, j'ai pas le droit. Fait qu'à un moment donné, il a dit: «Ouais, mais calme-toi parce que regarde, les réponses, c'est oui, prêtre, mais après ça, c'est éducatrice, professeur, tu sais, comme conférencier». Tu sais, fait que en fait, c'était de utiliser la parole pour transmettre des connaissances. En gros, c'était Mhm. ça, là, le résumé de la patente. J'étais comme: «Ouais, effectivement», tu sais, mais tu sais, quand tu sors du secondaire, ton idée d'un professeur, c'est des matières du secondaire. Fait que j'étais comme: «Moi, il y a pas de matière que j'aime assez pour en parler toute ma vie, là. Tu me feras pas enseigner de la géo ou du français». Puis il a dit: «Non, non, il y a pas juste ça qui s'enseigne, voyons donc». Puis là, il m'a montré toute la panoplie de tous les autres enseignements qui existaient, entre autres la psychologie, tu sais, plus des cours du cégep, la sexologie et tout ça. Puis c'est avec la sexologie que j'ai allumé parce que chez nous, c'était pas tabou du tout. Ma mère était, très bonne dans l'éducation sexuelle de ses enfants. Elle répondait aux questions quand ils venaient. En fait, elle répondait pas mal aux questions de tout le monde parce que mes amis me posaient des questions à l'arrêt d'autobus. Fait que là, moi, j'allais poser des questions à ma mère, puis là, je revenais avec des réponses. Fait que puis j'avais comme découvert qu'il y avait un genre de tabou par rapport à ça, fait que ça m'avait fascinée de voir ça, fait que j'ai comme il y a des lumières qui se sont allumées, puis j'ai fait: «Tiens, je pense que je vais aller, enseigner ça pour que les gens aient pas à vivre, tous les problèmes qui viennent avec le manque d'éducation, mais aussi comme toute la gêne, puis toute la pression, puis toutes ces affaires-là». Fait que ça m'avait rapidement interpellée, puis j'ai décidé d'aller tout simplement, faire le bac, puis je me souviens très bien la journée que j'étais assise au bac, il demandait, même je pense à l'examen d'embauche là, ou en tout cas, je ne sais pas trop quand tu vas passer des examens là, pour pouvoir rentrer dans le programme. Il demandait qui veut aller faire, de la thérapie, tu sais, avoir un bureau puis de la consultation. Je pense que 98 de la salle avait levé la main, puis je faisais pas partie d'eux autres parce que ça me tentait pas d'aller faire une maîtrise pour faire de la consultation. Je voulais faire de la relation d'aide si nécessaire, mais je voulais surtout enseigner. Mhm. Fait que je me suis enlignée vers ça, puis c'est exactement ça que j'ai fait quand je suis sortie du bac, en fait, où j'ai fait mon stage avec Geneviève, Arpin qui était magnifique pour, faire mon stage avec moi. Elle m'avait, elle quittait le poste pas longtemps après parce qu'elle avait eu un poste comme, travailleuse sociale, elle était aussi travailleuse sociale et sexologue dans un hôpital, puis elle a fait: «Hey, ça me tente d'aller essayer quelque chose de nouveau», fait que ça m'est tombé dans les mains. Fait que j'ai comme fait ma job de stage pendant 4 ans et demi, là. OK. Puis, Ouais. après les études, justement, ton 5 ans d'expérience, tu as trouvé ça comment? Qu'est-ce qui t'allumait le plus de la sexologie? Heu, Comment tu trouvais ça au jour le jour d'être dans la sexualité, dans l'éducation? Mais au départ, c'était la gérontologie qui me fascinait beaucoup, mélangée avec la sexologie. Mon plan de carrière, c'était de, créer un programme d'éducation pour les employés de CHSLD, et les employés de ressources pour personnes âgées afin qu'ils puissent, comprendre la sexualité des personnes âgées un peu mieux, puis avoir une meilleure aise, puis tu sais, comme comprendre ce qui vient avec, faire prendre un bain à quelqu'un, puis tout ça, puis probablement essayer d'intégrer ça justement dans des cours de, préposés aux bénéficiaires ou de bon, des choses comme ça. C'était le plan, là. J'avais fait tous mes cours en tu sais, les cours libres, là. J'avais tout été chercher des cours de géronto parce que ça me fascinait. Puis, c'est, la superviseure de stage qui m'avait approchée parce on se connaissait d'une job, d'étudiant, puis, elle m'avait dit: «J'aimerais vraiment ça». Elle dit: «Moi, je travaille avec les femmes victimes de violences conjugales. On est en train de monter un programme de rééducation à leur santé sexuelle». Puis elle dit: «Je pense que ça serait super intéressant, puis je pense que tu serais bonne là-dedans». Fait que j'ai dit: «Ben, c'est pas ça que j'avais visé, mais tu sais, c'est un stage qui me tombe dans les mains. Envoie-moi de la lecture, je serais vraiment curieuse de voir comme dans quoi qu'on s'embarque». Puis à force de lire sur le sujet, j'ai fait: «Mais voyons donc, c'est donc bien intéressant, puis c'est donc bien important». Fait que je suis allée faire mon stage là, puis ça donne que j'ai travaillé là-dedans pendant 5 ans, là. Je dis pas que si j'avais pas continué dans le domaine, que je serais pas revenue à l'ancien amour de la géronto, parce que je pense que plus ça va aller en ce moment, puis plus on va en avoir de besoin, on s'entend là, avec les baby boomers qui s'en vont là-dedans. Mais, j'aurais quand même, je serais quand même restée plus longtemps à l'organisme communautaire si j'étais pas tombée en amour avec l'humour. Ouais. Mais ce que je remarque, c'est intéressant parce que
comme on dit, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce que en utilisant l'humour, tu continues ta mission. On n'est pas loin du prêtre non plus, là, dans le sens que tu vas preacher la bonne nouvelle, tu fais de la prévention, de l'éducation sexuelle. Exact. Tes parents, ils ont pensé quoi de cette réorientation-là? C'est parce qu'ils avaient fini leur job, eux autres, là, avec ton bac? Oui, ils avaient fini leur job. Puis en fait, je pense que l'important pour ma mère, surtout, c'était de sentir que leurs enfants avaient une autonomie financière. Puis là, je m'en allais dans quelque chose qui ressemblait pas du tout à l'autonomie financière. Le domaine des artistes, tous ces gens drogués, pas incapables de gérer leurs finances. Puis, parce que ma mère, il faut savoir qu'elle a fini sa carrière comme directrice de Banque Royale. Fait que pour elle, tu Oh! comprends, c'était plutôt. Ça sentait pas le fonds de pension dans sa tête, là. Fait que, je pense qu'elle a dit: «Ben écoute, tu sais, essaye, tu rien à perdre», mais tu sais, c'était pas, elle avait des craintes, je le voyais. Mon père, il était comme: «Ah, ouais, ouais, tu sais, lui, il a 0 stress là-dedans». Mais tu sais, je leur en ai parlé parce que aussi, de façon, préventive, justement, je voulais pas sortir de l'École nationale de l'humour avec plein de dettes. Ça a donné que dans mon parcours de vie, je m'étais séparée pas longtemps avant de mon conjoint de l'époque. Puis j'ai comme dit: «Hey, tant qu'à, tu sais, comme chercher une coloc ou, tu sais, avoir mon 4,5 à moi tout seul ou peu importe, pourquoi je retourne pas chez mes parents pour faire les 2 ans d'École nationale de l'humour?» Fait que, tu sais, je leur avais demandé si c'était possible, puis ils ont fait: «Ben oui, voyons donc, ça pas tu sais, ça va être vraiment le fun pour toi, tu sais, puis tu auras pas à t'inquiéter de ton loyer pendant ce temps-là». J'avais pas d'enfant, puis j'avais pas de dette, fait que ma mère avait bien coaché. J'ai pris mes REER pour payer l'École nationale de l'humour. Fait que, tu sais, je suis sortie de là, puis je pense que ma mère, elle a compris quand elle m'a vue pendant les cours du soir, parce que j'ai commencé par faire 2 cours du soir pour le plaisir, là. L'École nationale de l'humour, c'est pas un choix, là, c'est un hasard de parcours de vie, là. C'est pas, tu sais, le travailler avec des femmes victimes de violences conjugales, à un moment donné, ça ben, tu sais, vous le savez, là, ça devient lourd, là, le travail, puis il faut être capable de s'aérer les neurones, puis d'être capable de ventiler, puis d'avoir les bonnes personnes à qui parler, autant professionnellement, mais tu sais, personnellement, ben ça, c'est un autre game parce que tu es lié au secret professionnel aussi. Donc, mais ça prend dans ta vie du mouvement, du changement, tu sais, il faut vivre des affaires, sinon à un moment donné, tu as juste ça dans la tête, puis ça devient comme étouffant. Puis c'est pas parce que c'est pas une job le fun puis passionnante, c'est parce que c'est quand même des choses qui sont difficiles à filtrer des fois. Puis j'avais fait des cours de n'importe quoi le soir justement pour équilibrer tout ça parce que quand tu travailles avec des femmes, puis moi j'étais célibataire pendant un bout de temps, fait que tu sais, tu travailles avec des femmes puis là qui elles ont des expériences très négatives avec Ouais. leurs hommes. Fait que tu te dis ben là, tu veux pas avoir l'idée que les hommes c'est toute de la marde. Fait qu'il fallait je me suis dit: «Il faut que je rencontre des hommes à quelque part. Dans quoi je vais rencontrer des hommes?» Fait que, tu sais, je me suis mis à faire des cours de peu près n'importe quoi, d'espagnol, de danse latine, de toutes ces affaires-là. Puis, c'est surprenant comment qu'en danse latine, il y a plus de femmes que d'hommes, mais bon. Ah! Puis, quand je suis tombée, sur une recherche tout simplement à faire: «Bon, quelle sorte de cours du soir que je fais là, de ce temps-ci?» pour tu sais, parce que je savais que je mettais ça à mon horaire. Je suis tombée sur l'École nationale de l'humour, puis je savais pas qu'elle existait. Fait que j'ai fait: «Ah, ben là, ça va être léger ça. Si je suis pas drôle, je vais aller rire, tu sais, on va avoir du fun avec du monde». Puis je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai rencontré, 2 filles exceptionnelles, Yann et Ariane, avec qui j'ai tellement eu du fun, mais tu sais, dans le loisir pur et dur, là. Il y avait rien de job, là, dans ce temps-là, que j'ai fait: «Hey, on fait-tu le deuxième cours?» Puis là, on a fait un autre cours du soir, la session d'après et ce cours du soir-là, il y a une professeure qui m'a demandé, «Est-ce que tu auditionnes avec le programme temps plein avec le numéro que tu viens de faire?» parce que la fin de ce cours-là, c'était d'aller faire un numéro dans un bar. Puis j'ai dit: «Ah non, non, non», j'ai dit: «Moi, je suis humoriste, là, je suis sexologue, pardon, à temps plein, je travaille, j'ai mon boulot, là, ici, c'est du loisir». Puis elle m'a regardée, puis elle a fait: «C'est pas une assez bonne raison». Mmh. Fait que là, j'ai comme fait: «Bon, on va être obligée de penser à ça». Puis je suis partie à rire, mais tu sais, elle m'a quand même mis une petite graine dans la tête, puis j'ai fait: «Ah, ça gosse». Fait que, je suis allée auditionner, mais c'était sincèrement dans le but de fermer la porte, tu sais, pour plus que ça me gosse, de dire: «Hey, il y a quelqu'un qui t'a proposé ça, c'est un chemin, il est là, va donc l'explorer comme faut, puis quand ils vont te refuser, tu seras contente de retourner sexologue à temps plein, puis tu te poseras plus de questions 5 ans plus tard», tu sais? Mais finalement, d'étape après étape, parce que c'est quand même contingenté encore plus que la sexologie, le programme de l'humour, là, il en prend à peu près 12 à 15 max, max par année, puis il y a à peu près 250 personnes qui essayent, tu sais? Fait que quand j'ai vu que étape après étape après étape,
ça marchait. Là, j'ai comme fait: «Holy shit, faut que je prenne une décision là-dessus, là». Puis j'ai dit: «Tiens, mon objectif, c'était si tu aimes assez ça, tu vas être capable d'amener ta passion de la sexologie dans l'humour. Puis si tu aimes assez ça puis que ça marche pas, tu vas être capable d'emmener l'humour dans ton enseignement avec une meilleure touche puis une meilleure compréhension de comment, parce que veux pas, même quand tu enseignes à des femmes victimes de violences conjugales, l'humour est un tu sais, ça prend là, ce qu'on appelle des comic relief là, à travers la Mmh. pression là. Fait que Mmh. tu sais, ça m'aurait servi de toute façon. Fait que j'étais allée le faire dans cette optique-là, puis finalement, je m'étais donné 5 ans à savoir si j'étais capable d'en vivre ou à revenir à un genre de confort régulier, parce que j'étais allée comme serveuse chez Boston Pizza durant le temps que j'étais à l'école. Puis j'ai dit: «Je vais essayer de voir, puis si dans 5 6 ans là, j'ai un confort qui est similaire un peu, à celui que j'avais comme sexologue, je verrai si je continue là-dedans ou pas». Mais tu sais, je m'étais donné 5 ans comme faut à avoir faim puis à être serveuse là, tu sais, pour l'essayer vraiment comme faut. Ça ressemblait à quoi ton parcours, tu sais, de justement ces 5 ans-là, puis là, après, j'imagine, les opportunités arrivent une après l'autre, puis d'arriver jusqu'à t'en es aujourd'hui? Mais en fait, quand je suis sortie de l'école, mon premier plan, ça a été de faire tous les concours possibles et disponibles. Tu sais, il y avait les concours des mercredis soirs, Juste pour rire, les mercredis Juste pour, le festival de l'Abitibi. Il y en avait un autre à Dégelis. Je me souviens plus trop quel autre. Puis finalement, j'ai fait tous, ces trucs-là et je me suis quand même bien positionnée sans les gagner. Fait que ce qui a fait que les animateurs des soirées, des peu de soirées qui existaient à l'époque, entre autres, Stéphane Poirier qui en animait 3 des peu soirées m'avait vu. Puis elle a fait: «Mais tu qui? Tu sors d'où?» Puis tu sais, j'étais comme: «Ben, je sors d'école», tu sais, bon, tout ça. Puis il a fait: «Ben, il faut que, tu sais, tu viennes». Fait que je te dirais que c'est peut-être 1 an ou 2 après, là, avoir fait, tu sais, les petites soirées, puis des petits rodages ici et là, puis des petites affaires, que là, il a fait: «Ben, il faut que tu viennes dans les soirées, établies, là». Fait que je OK. l'ai commencé comme ça. Puis, ben, là, au fur et à mesure que tu fais des numéros, ben, là, tu essaies d'auditionner pour des galas juste pour rire. Puis à un moment donné, ben, ça passe. Puis à un moment donné, tu fais des affaires sur le web parce que le web est apparu. Moi, je suis dans la génération entre le pas de web puis du web. Fait que là, le web devenait quelques années plus tard de ma graduation, le web est devenu un outil qui était vraiment intéressant pour nous autres. Puis, j'ai une série qui s'appelle Vendredi Vino qui était réalisée par Jonathan Roberge, Joe Roberge qui travaillait avec moi sur ça, qui était une sexologue saoule qui te donnait des conseils so-so, là, tu sais, dans le sens que tu pouvais pas te fier à elle, puis c'était clair que c'était un personnage, là. Mais c'était une série qui couvrait mon loyer pour 1 an. Fait OK. que là, j'ai comme fait: «OK, je lâche ma job de serveuse». Puis tu vois, quelques mois après, j'ai été signée avec Juste pour rire. Puis là, après ça, ben là, le restant a découlé. L'offre d'écrire un roman est arrivée par Facebook, tu sais, comme toutes sortes d'affaires qui se sont passées. Fait que j'ai été tentaculaire longtemps avant de lancer le premier show qui a été lancé en 2019. Ah, OK. Ouais. Fait que, j'ai fait un peu de radio, un peu de télé avec, Selon l'opinion comique à l'époque, des romans, du live, fait que tout ça m'a permis de bien vivre de mon art, du corporatif aussi pendant plusieurs années, même des galas juste pour rire avant, que je lance mon 1er one woman show en fin 2019. Fait que ça a été, ben, ça a été ce que vous connaissez après ça à partir de mars 2020 là, puis, là, on vient de finir la tournée pour rattraper les shows manqués puis toute la patente, à cause du COVID en décembre dernier. Fait que le deuxième show s'en vient en 2024 avec Juste pour rire. Wow! Mais c'est vraiment un beau parcours, hein? Ça demande de l'audace, La ça demande de la persévérance. persévérance. Oui, il y Ouais. a un peu de hasard aussi, il faut être à la bonne place au bon moment, mais quand Mmh. même, tu as fait des choix, audacieux. En fait, les ouais, ben merci, j'apprécie, votre vision de mon portrait. Le, le, ce qui a été le plus difficile, ça a été de redéfinir le succès au fur et à mesure que j'avançais dans la profession. Parce Mmh. que quand tu sors de là, tu as une idée romancée du succès en humour, genre, tu sais, l'étoile là, qui monte, filante, là, fiou, ça part, puis ça décolle, puis tu sais, le beau feu d'artifice, là, ça monte vite, ça explose vite, tout le monde le voit, puis mais je vous dirais que c'est probablement 2 du milieu de l'humour. Tu sais, c'est la pointe de l'iceberg
tout si je dis un nom en humour que tout le monde connaît, c'est parce qu'il est dans le 2% de l'humour et les gens pensent que c'est le 100%, mais il y a un gigantesque gros rocher en dessous de la pointe de l'iceberg qui fonctionne très bien, qui gagne sa vie très bien et qui fait en sorte aussi que la pointe de l'iceberg peut continuer, elle aussi à fonctionner là, parce que faut que ça soit un monde qui soit, pour que ça soit un monde aussi lucratif que ce l'est l'humour en ce moment, il faut que ce soit un monde qui ait une énorme fondation. Heu, Parce que sinon, 3 personnes ou 4 personnes ou 10 personnes ne réussiraient pas à rester aussi longtemps, dans les yeux de tout le monde, tout le temps, si l'art était pas si bien installé au Québec, là. Mhm. Ouais. Moi, j'ai une question qui me tracasse. Pourquoi ben, je suis sûre que t'es pas la seule, là, mais c'est la première fois que je remarquais ça. Pourquoi ton One Woman Show, il était 16 ans et plus? Il était 16 ans et plus parce que, en fonction oui, je parle beaucoup de sexualité, mais c'était pas tant par rapport aux enfants. Je veux dire, comme un jeune de 14 ans aurait pu assister au spectacle, puis je veux dire, il aurait pris ce qu'il aurait eu à apprendre de ça. C'est une question d'adultes dans la salle. Pour l'avoir vécu assez longtemps, le malaise vient pas du jeune qui est assis là, il vient des parents, des adultes qui ne sont pas le parent de ce jeune-là. Qui sont assis pas loin. Puis là, ils voient que le jeune entend des affaires de même, puis ils font comme: «Je peux pas croire que quelqu'un a amené son jeune ici», parce qu'eux Mmh. autres, mettons, ils se sentiraient pas à l'aise avec ça. Fait que c'est un peu comme quand tu es, dans un souper, puis que tu es un peu pacté, puis là, tout le monde est en train de raconter, puis là, je sais pas moi, Jean-François est en train de raconter une affaire salace que ça a pas de bon sens, puis il y a un jeune qui monte du sous-sol, pogner du popcorn, puis là, tout le monde arrête de parler, puis ça attend que le jeune redescende. Mais je voulais pas faire vivre ce malaise-là aux autres. Déjà que ça demande un laisser-aller, l'humour, puis ça demande une concentration pour que ça fonctionne. C'est pas comme de la musique que tu peux, jaser un peu pendant, là. Il faut que tu sois attentif pratiquement à tous les mots pour que le punch soit le plus efficace possible. Fait qu'on essaie de faire j'essayais de faire moins de diversion possible pour les autres adultes qui étaient alentour. OK, ben, c'est intéressant. Je me demandais, c'était quoi les raisons, mettons, qui amenaient à ça? Justement, tu fais souvent référence, à la sexualité, dans tes spectacles. Tu vas utiliser aussi, des connaissances au niveau de la sexo, pour, faire de l'humour. Mmh. C'est quoi les commentaires que tu as? Ben, en fait, j'ai 2 questions. Ouais. Ton show, il s'adresse aux hommes ou aux femmes? Mmh. Et est-ce que tu reçois des commentaires, soit positifs ou négatifs, justement en lien avec, tes sujets? Des sujets. Mon show s'adresse, hem, mon Dieu, psychologiquement parlant, là, je sais que mon show, va s'adresser aux femmes pour la simple bonne raison que à peu près 85 des détenteurs de billets d'humour ont été achetés par des femmes. Ah! Si vous regardez aussi les gens qui suivent les réseaux sociaux, même ceux qui sont masculins avec des comptes «ultra masculins» là, entre guillemets là, ils vont être suivis majoritairement par des femmes. Ah! Puis, pour déplacer quelqu'un dans une salle de spectacle, c'est souvent une femme qui va le faire. Elle va acheter un billet pour son conjoint ou sa famille ou peu importe, ou ses chums de filles ou tu sais, bon. Des chums de gars qui sortent en gang de chums de gars, c'est rare que tu as 8 gars qui font comme: «Hey, on va-tu voir Louis-José Hood en même temps?» Tu sais, comme ça a pas le même, puis c'est pas un préjugé là, c'est prouvé au niveau des statistiques, financières puis commerciales puis bon tout ça. Et je le sais qu'en tant que femme, je vais aborder l'humour avec ma lunette de femme et je vois pas comment je pourrais le faire autrement parce que je suis une femme. Je vis en femme. J'ai passé ma vie à vivre et à recevoir la société dans un corps et une personne qui s'identifie comme femme. Alors, c'est sûr que ce que je vais te recracher sur scène, je vais te le cracher avec des lunettes de femme. Ce qui fait que ça parle beaucoup aux femmes. Ceci dit, toutes les filles qui amènent leur chum au show disent: «Ah mon Dieu, tu sais, mon chum a pas ri jaune, j'ai jamais vu mon chum rire de même». Les gars m'écrivent puis ils font comme: «Hey, c'est moi qui les ai acheté les billets pour ma blonde, savais-tu?» Tu sais, comme fait que je le sais que ce show-là parle aux hommes et en fait, c'est beaucoup ça que j'ai envie de faire parce que si je suis pour parler de sexualité qui, on va se le dire, est quand même hétéronormative, parce que c'est ma vie, hem,
malgré le fait que j'ai quand même des attentions particulières par rapport à ça dans mon spectacle, mais tu sais, je peux pas raconter une vie de lesbienne, là, je l'ai pas. Fait que je vais faire ça en fonction de ça, puis je le sais que ça va parler aux hommes parce que je veux leur parler. Fait que par la bande, j'accroche les femmes pour qu'elles accrochent les gars. Fait que je le sais que ça parle à tout le monde, tu sais. Est-ce que ton show est fait pour les femmes? Non, il est fait pour les hommes et les femmes, mais je le sais que l'emballage accroche les femmes. Ouais. Oui, puis ce que je trouve intéressant, c'est que d'une certaine façon, comme il y a une libération aussi de la parole des femmes, il y a une Ouais, libération de certains tabous entourant la sexualité des femmes. Puis ouais. moi, j'ose espérer que les hommes vont assister à ton spectacle parce qu'il y a aussi, c'est drôle évidemment, mais il y a aussi l'aspect préventif, éducatif, sensibilisation. Donc, tant mieux si coup d'œil, bye-bye bonjour aux hommes, là, allez voir le show à Mélanie. Ben, pour répondre à ta deuxième question, là, comment c'est reçu? Les gens le commentaire qui revient le plus souvent, c'est: «C'est drôle comment que c'est cru, mais parce que ça sort de ta bouche, c'est pas vulgaire». Fait que Mmh. là, le monde sont comme: «C'est drôle parce que c'est borderline, mais ça l'est pas». C'est que tu sais, fait que parce que je leur dis: «Mais c'est parce que c'est ça, le secret est pas si difficile que ça à comprendre, c'est que je m'en viens pas sur la scène te faire des jokes de cul, je m'en viens sur la scène te parler de sexe, puis rendre ça drôle». Puis Mhm. ça fait la nuance qui fait que les gens le reçoivent d'une façon que c'est pas si vulgaire. Ben, c'est pas vulgaire en tant que tel. C'est sûr, là, qu'il y a des gens qui vont arriver dans mon show. Tu sais, c'est déjà arrivé, là, j'ai vu, un couple de personnes âgées, là, 2 couples de personnes âgées qui sont sortis de la salle. Ça me dérange pas, ça m'offense pas, là. Je le comprends, là. Si toi, ça te parle pas ou, tu as plus de sexualité ou tu as eu trop de trauma pour que ça fitte avec toi ou tu sais, comme je sais pas, fait que je jugerai jamais quelqu'un qui va sortir de ma salle. Mais hors de général, là, sur les milliers de billets qui ont été vendus, pour mon show, là, je me souviens de 2 personnes qui ont senti un malaise et des fois, des patrons qui m'engagent pour leur corporatif qui font comme: «Oh, je pensais pas que tu allais si loin que ça». Puis j'étais comme: «Mais vous le saviez qui vous engagiez au départ». Tu sais, même le booker vous a bien averti qu'on allait là, Mhm. tu sais. Mais c'est souvent le patron qui se sent mal au cas où qu'un employé se sente mal. Mais le lendemain, ils font comme: «Ah mon Dieu, tout le monde a trippé». Fait que tu sais, c'est rare que ça va déranger bien des gens. Puis, tu sais, l'idée de parler aux gars, c'est pas parler moralisateur, là. C'est que je suis certaine que la plupart des gars souhaiterait donc être une petite mouche dans un souper de filles pour entendre ce qui se dit, pour entendre ce que les femmes ont sont gênées de dire à un gars, puis qu'eux autres, ils se disent: «Oh, mais moi, je veux juste le savoir», tu sais, comme que ne serait-ce que pour être une meilleure personne ou ne serait-ce que pour mieux comprendre l'autre puis agir en conséquence, puis tu sais, fait que, je pense que je leur donne ça. Je leur donne la fenêtre d'être la petite mouche ou le petit oiseau, pendant le souper de filles, là. C'est bien dit. Puis tu parles de malaise, mais en même temps, des fois, ça fait du bien de vivre des malaises, là, puis c'est comme important, surtout pour des sujets Mmh. malheureusement qui sont encore tabous comme la sexualité, qui touchent la majorité, on s'entend de la Mmh. population. Ben, c'est correct des fois peut-être de vivre des malaises pour justement enlever ce tabou-là, puis se permettre d'en parler, puis d'entendre quelqu'un d'autre en parler, tu sais. Ouais. Mais souvent, je le fais passer sur mes épaules à moi, le malaise, dans l'autodérision pour que, tu sais, une situation dans laquelle on peut rire de soi-même, bien là, les autres personnes rient de ça, mais en même temps, ils sont capables de faire le parallèle sans se sentir, directement visés. Ouais. Mais parfois, je le sais très bien, c'est quand je fais le numéro, j'ai un numéro malgré que l'on parle d'une tournée qui est terminée, là, mais j'ai un numéro qui s'appelle, la fête d'un fesse, puis c'est, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle a une tête entre les 2 jambes? Pour qu'on arrête d'y penser parce qu'on pense tellement à toutes sortes d'affaires, puis tu sais, bon, tout ça et je sais qu'à un moment donné, j'arrête dans ce numéro-là, puis là, je dis: «Bon, là, je sais qu'il y a une couple de gars qui rient, puis d'autres qui commencent à se sentir légèrement incompétents» et la salle éclate, juste à dire ça. Ouais, Fait que tout à les fait. filles le savent, tu sais, les filles le sentent, les filles tu sais, puis des fois leur chum est à côté, puis il est comme: «Oh!» tu sais, ou des fois il part à rire parce qu'il comprend tout ce que tu sais, fait que mais le fait de d'écrire ce numéro-là pour mettre ça à table tout ce que le monde pense, puis qu'il ose pas dire, parce que c'est ça, à chaque fois que moi que j'écris quelque chose, je fais: «Hey, voyons donc, je peux pas dire ça sur scène, ça a pas de bon sens». Puis là, je fais: «Ah merde, ça veut dire qu'il faut que je dise ça sur scène». Tu comprends? Mmh. C'est mon barème de faire, je peux pas dire ça sur scène. Puis pas dans le but de choquer, là, mais dans le but de dénouer le malaise qui est avec cette patente-là.
Ouais. Puis on parle de malaise, on parle de tabou justement. Est-ce que il y en a des tabous? Est-ce qu'il y a des malaises ou des sujets que tu n'oserais pas aborder sur scène en humour? Hem, Pas parce que c'est un sujet X, parce que je pense que tous les sujets peuvent être abordés. C'est juste qu'il faut que tu maîtrises ton sujet, puis que tu trouves le bon angle. Puis si tu es pas capable de faire ça, ben, tu as pas compris ta job d'humoriste ou tu t'es attaqué à un sujet que tu as pas bien fait ou que tu tu sais, comme que tu qui était plus gros que toi-même, là, que tu pensais plus gros que toi-même. Parce que j'en ai fait des blagues, il y a une émission qui s'appelle «La corde raide» avec Christine Morancy, qui est animée par Christine Morancy, puis on fait des blagues justement sur des sujets qui peuvent être sensibles ou par rapport à des personnes qui pourraient trouver ça sensible. Et le projet, c'était de faire les blagues devant ces personnes-là. Donc, il y avait 3 juges de ce groupe-là, de mettons, tu sais, comme il y avait une émission sur les handicapés, sur les personnes noires, sur les gays lesbiennes, sur bon, tu sais, fait qu'il y a eu la communauté LGBT puis tout ça, fait qu'il y a eu tout ça. Fait qu'à chaque émission, il y avait, un public, visé différent, puis il y avait un public général, mais il y avait 3 personnes sur le panel. Puis, je l'ai faite à 2 reprises, avec, les politiciens, les noirs. Tous, tu sais, trouvons l'angle, là, parce que pour vrai, c'est de la paresse sinon, là. Mais l'angle se fait, tu sais, tout se fait. Puis, il faut aussi comprendre que, l'humour dans un cadre, de salle de spectacle avec des gens qui achètent des billets pour un humoriste qui savent qui c'est, il faut avoir la conscience que c'est un huis clos. Tu sais, le web a scrappé ça, là. Ouais. Le web, c'est pas une salle de spectacle. Tu sais, puis il y a une différence. Tu sais, c'est comme, mettons, dire, essayer de reproduire du du porn dans la vraie vie. Tu fais: «Mais oui, mais c'est un contexte». Tu peux bien le faire, dans le plaisir puis essayer de jouer et tout ça. Hem, Si tu veux faire des jokes sur la violence conjugale, ça se fait. C'est touché, ça dépend dans quelle situation. Si tu veux faire des jokes d'agression sexuelle, ça se fait, mais as-tu le bon angle? Tu sais? Mmh. Mmh. Parce que ça ne veut pas dire que parce que des gens rient dans la salle, selon moi, que tu as le bon angle. Ouais. Mmh. Fait qu'il y a une, en tant que personne, là, pas nécessairement juste en tant qu'humoriste, j'ai toujours eu la valeur de faire: «Est-ce que tu es capable de faire ça, hem, sans choquer des gens ou blesser des gens. Ouais. C'est ça. Puis, Mmh. à la base, c'est pratiquement impossible. Heu, Parce que même moi qui a une conscience très élevée de tout ça, ça va arriver qu'il y a des gens qui vont m'écrire puis qui vont faire: «Ah, quand tu as fait cette joke-là, telle affaire, franchement, nan». Puis tu fais comme: «Mais c'était pas l'angle». Puis tu sais, tu peux pas non plus contrôler la façon que la personne reçoit la blague dans la situation qu'elle était quand elle a entendu la blague, que tu sais? Fait qu'il y a des choses que des fois tu peux c'est hors de ton contrôle, là. Mais je le sais que c'est, moi je vais préférer pour me regarder dans le miroir puis travailler, puis mieux être bien, puis de bien dormir le soir, parce que ça fait partie de mes valeurs, parce que je suis quelqu'un qui travaillait en relation d'aide avant, parce que, tu sais, je vois pas pourquoi si je peux trouver une meilleure formulation et un meilleur angle que je tiendrais absolument à l'angle qui va blesser 50 de la personne qui est assise dans la salle, tu sais, ou 50 des gens assis Mmh. dans la salle. Fait que ça, ça reste très personnel, là. Le restant, après ça, on tombe dans le légal, puis c'est une autre Mmh. histoire, là, mais personnel, il y a c'est ma réponse, puis elle s'applique à moi. Mmh. Est-ce que, selon toi, comment ça a évolué, les femmes en humour? Est-ce qu'il y a des sujets justement que les femmes ne pouvaient pas aborder? Est-ce que les femmes ont toujours eu le droit de rire avec éclat? Ou est-ce qu'elles devaient adopter un comportement comme plus masculin, un peu comme en politique? Comment tu vois ça, l'évolution des femmes dans l'humour? Je ne sais pas si tu parles de est-ce que la femme avait le droit de rire avec éclat dans la vie et la société en général? Ben, je pense qu'il y a eu, historiquement, il y a quand même eu un moment où est-ce qu'il fallait que tu sois, heu, dans la bourgeoisie contrôlée, là, plus que par Mmh. rapport à mais ça, je pense que c'est plus une question de classe sociale que de sexe peut-être, mais
mais par rapport à l'humour, moi, quand je suis rentrée, on se faisait souvent dire: «Toi, ça marche parce que tu as une drive de gars». Ce qui, pour moi, est aberrant parce que j'ai ma drive à moi puis je suis pas un gars. Il y a d'autres filles qui faisaient de l'humour qui étaient tout aussi drôles, mais dans une autre vibe et que les gens étaient pas prêts à recevoir à l'époque parce que c'était nouveau. Hem, Un peu comme si, des fois, j'avais l'impression quand j'entendais on voyait peu de femmes, là, à l'époque, là, ouais. mais quand on en voyait une, c'est comme si la pression puis le projecteur était doublement sur elle, dans le sens que, Ah ben hey, oui. faut qu'elle soit drôle en tabarouette, là, parce que c'est une femme, là. Puis c'est pas agréable parce que toi, quand tu es la femme sur le show, au début de ma carrière, je savais que si je me plante, je faisais juste, alimenter le stéréotype que des filles, c'est pas drôle. Puis si je gagnais, c'était quand même le couteau à double tranchant parce que tout le monde se souvenait de la fille qui était forte. Hem, Parce que, tu sais, j'étais pas le gars en jeans avec un t-shirt et des cheveux spikés et des running shoes, tu comprends? J'étais différente, fait que, les gens avaient plus tendance à se souvenir de toi. Mais la base, ce qui biaise les données, c'est que, l'humour a été un métier traditionnellement masculin, ce qui fait que ça l'a, ça l'a établi des normes de ce que c'était l'humour. Ouais. Donc aussitôt que tu arrives puis que tu es différent, c'est sûr que tu es comparé à ce qui fonctionne. Puis si ça parle pas aux gens, ben là, il faut qu'ils déconstruisent dans leur tête ce qui fonctionne pour apprécier ce qu'ils sont en train de voir. Fait que Mmh. psychologiquement parlant, c'est pas nécessairement la faute du public, c'est juste qu'ils ont appris à consommer ça, ils ont vu ça, puis là, ils faisaient face à d'autres choses, puis il faut qu'ils se reconstruisent pour comprendre, comment ça fonctionne. Mais, heu, je sais par exemple qu'on a longtemps dénigré ce qui était les sujets de filles. Parce que ça me fait rire comment qu'à chaque fois que, mettons, qu'une fille embarquait sur scène puis qu'elle décidait de parler de sa grossesse ou de ses enfants ou de ses menstruations ou de ces choses comme ça, puis que tout le monde disait: «Bon, pas encore une fille qui va nous faire un numéro sur ses menstruations». Mmh, ouais. Puis ça, pour moi, je trouvais ça complètement aberrant parce que je faisais: «Attends un peu là, tous les humoristes, leur job, c'est de» ben, mettons, à point mais parlons pas des gars qui sont dans l'absurde comme les Denis de mettons, là, mais encore là, c'est un peu ça qu'ils font, c'est de refléter leur quotidien. C'est refléter Mmh. la réalité d'aujourd'hui, c'est refléter ce qu'ils vivent, c'est refléter la société. Tu es en train de me dire que je suis en train de refléter 51 point quelque % de la société, puis que toi, tu trouves que c'est un sujet de fille. Fait que Mmh. pour moi, je trouvais ça aberrant. J'ai dit: «Tu en as entendu combien des numéros de sti de prostate?» Tu sais, Ben oui. comme puis tu les as ri, puis les filles aussi les ont ri parce que c'est quoi? Nous, on a plus de compassion, puis on est capable de se mettre dans le corps de l'autre, puis de réfléchir, puis de comprendre que c'est drôle. C'est quoi, toi? Moi, ce que je te raconte, ça t'écoeure, mais des doigts dans les fesses d'un docteur, ça écoeure pas une fille. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je détestais ce double standard-là. Puis, encore une fois, tu sais, comme le fait que je suis une fille, puis que je faisais de l'humour avec mes lunettes de fille, ça me faisait chier, puis je m'auto-censurais moi-même parce que je me disais: «Je veux pas être cette fille-là qui arrive puis qui parle, de ses seins qui piquent», mettons, ou je sais pas de quoi là, n'importe quoi, tu sais comme fait que j'étais comme ça me tente pas d'avoir de l'air de tout ça. Pour finalement réaliser que quand tu l'assumes comme faux là, puis que tu trouves l'angle qui est comique, ça fait fermer la gueule de bien du monde, tu comprends? Fait que tu ben puis la journée que tu arrêtes de penser que c'est un défaut, que je te parle de mes affaires de filles, parce que ça veut dire quoi? Toi, dans ta tête, c'est pas le fun parce qu'on est moins intéressante? On est moins que toi? On Mhm. est le sexe faible? On est tu sais? Donc toi, t'intéresser à nous, ça fait de toi une tapette, excusez l'expression, mais nous, s'intéresser à vous, ça fait de nous des gens intelligents? Ça marche pas, là. À un moment donné, il va falloir arrêter de penser comme ça. Puis la journée que moi, j'ai eu la certitude que ce que j'avais à offrir, puis ce que je disais était important, puis que c'est eux les caves qui pensaient de même, de croire que de refléter notre réalité, c'était moins intéressant puis moins pertinent. C'est là que là, j'ai senti que j'étais libérée sur scène, là. Puis là, j'ai fait: «Là, j'ai plus de limite. Il y en a plus de limite. Mhm. Gérez-vous, attachez votre tuque, ça part». Et tant mieux parce que de plus en plus, on voit des femmes humoristes assumer leur réalité, Mmh. oser en parler aussi et ça l'a, vraiment Mais c'est pas une pression dans le sens que, tu sais, je veux dire comme, on n'est pas les porte-étendards des femmes en humour, là. À un moment donné, tu sais, tu fais comme je fais ce que je fais, puis c'est ça qui est ça. C'est juste qu'on a vécu des affaires. Tu sais, je retourne quelques années auparavant, j'ai quand même perdu à un moment donné un gig parce que le booker de cette place-là, il avait booké
des headlines qu'on appelle, la personne qui fait l'acte principal. Il avait booké 3 filles pendant sa saison. Les 2 filles d'avant, ça n'avait pas bien été. Fait qu'il avait appelé mon gérant pour dire: «Ça ne marche pas des filles chez nous, je te débook». Fait que j'ai même pas eu la possibilité de faire mes preuves et sous le sceau que j'avais le sexe féminin, j'ai perdu mon gig. Fait que, tu sais, ça a bien, bien, bien changé, là. Les choses ont évolué énormément avec, Virginie Fortin et Mariana Mazza qui étaient en finale de En route vers mon premier gala une année, puis que l'année d'après, c'était, Virginie qui l'avait gagné et l'année d'après, c'est Catherine Levac qui l'a gagné. Fait que 2 back à back sur une télé communautaire a fait que l'humour a été apprécié vraiment des gens et non des ceux qui décident qu'est-ce qui va à TV nécessairement ou ceux qui décident qu'est-ce qui va dans un gala, qui sont pratiquement tous des hommes à l'époque, tu sais. Fait que là, il y avait le public qui parlait puis qui votait. Puis là, on dirait que le milieu s'est réveillé puis il a fait: «Ah, ça peut être rentable, une fille». Fait que là, tous Mmh. les gérants en 2012, à peu près 2013, se sont mis à chercher leurs filles pour avoir dans leur boîte en humour, là. Puis c'est là que j'ai été signée avec Juste pour rire. Fait que, tu sais, le le tournant, je l'ai senti, là. Puis Mmh. moi, j'étais sortie depuis 2007. Fait que c'est probablement dans ces un peu avant 2007, là. Avant 2012 que ça s'est passé. Évidemment, là, on a encore, du chemin à faire, mais bon, il y Ouais. a une partie de fait. De qui tu t'es inspirée? Qui sont tes humoristes, d'inspiration? Ben, étant donné qu'à la base, l'humour était pas dans mon parcours, et moi, mon père est, un francophone de l'Alberta, mais qui a été qui a été, exposé à une culture anglophone toute son enfance. Fait que chez nous, c'était la télévision qui était en anglais tout le temps. Ça a été long avant que je découvre les artistes francophones de chez nous. Lise Dion m'a donné envie d'aller en sexo plus qu'en humour parce que j'ai découvert qu'on pouvait parler de sexualité comme ça, puis que c'était le fun, puis que, tu sais, puis qu'il y avait une façon d'enseigner les gens, puis que je voyais le tabou que ça créait, puis tout ça. Hem, alors je pense que les inspirations en humour sont venues plus tard que c'est pas elles qui m'ont donné envie d'aller en humour, mais celles qui m'inspirent à continuer dans ma façon de faire, entre autres, c'est Wanda Sykes, qui est une humoriste anglophone, black, lesbienne, qui défait des tabous et défait des nœuds de malaise comme ça se peut pas. Très féministe, engagée, mais croquant. C'est pas, puis elle me fait, à la base, il faut qu'elle me fasse rire, là, puis cette fille-là me fait énormément rire. Le restant, c'est juste, du gravy, là. Mais elle me fait beaucoup, beaucoup rire, puis, tu sais, souvent quand je vais écouter du monde qui ont encore plus de culot que moi, ça va m'aider, moi, à me moduler, là, à pas avoir peur, sans nécessairement vouloir comme varger dans le tas, mais à me dire: «Hey, essaye donc de voir c'est quoi, ta limite plus loin» ou tu sais, fait que l'inspiration est là dans l'écriture, là. OK, elle te pousse au défi, donc Ouais, artiste à découvrir, oui, humoriste à découvrir, tout à fait. merci. Puis tu parles, qu'elle, tu l'admires entre autres pour justement son féminisme, tout ça. Toi, ben, j'ai écouté plusieurs des dont une chronique là, que tu avais faite à la radio. Je sais plus c'était dans quel contexte, mais c'était tellement, tu pas que tu étais fâchée, mais tu sais, tu mâchais pas tes mots, puis moi, c'est comme ça que je t'avais découvert. J'avais vu passer ça, sur internet. OK. Puis, tu sais, je pouvais voir que dans ton discours, il y avait quand même des valeurs féministes, tout ça. Comment c'est apparu dans ta vie ça, les valeurs féministes ou, ben, premièrement, est-ce que tu te considères féministe? Oui, oui, mais je me souviens pas de pas l'avoir été, là. Chez nous, c'était, ça fait partie des valeurs, de ma maison. Ma mère est peut-être qu'elle s'identifie pas comme ça, mais c'est clairement une féministe, du moins une progressiste, clairement, Mmh. mais tu sais, je veux dire, c'est le genre de madame qui mettait son pied à terre, qui renonçait pas à ses droits, qui faisait pas reculer sa carrière en fonction de la carrière de l'autre, mais tu sais, qui réfléchissait à comment qu'on va pouvoir gérer pour les 2 avoir une satisfaction puis être comblés. Tu sais, L'importance de se réaliser aussi, de l'importance de se réaliser, l'égalité, du plaisir sexuel est important. J'ai su rapidement que j'avais autant de droit à mon plaisir sexuel que les hommes avaient le droit à leur plaisir sexuel, que l'orgasme existait pour les femmes, que c'était une bonne chose que je connaisse mon corps, que tu sais, aussi au niveau, monétaire, l'indépendance financière, l'importance de cette indépendance-là.
Tout ça, je l'ai su, très rapidement chez nous avec un père qui peut-être n'était pas, féministe au départ, mais qui a quand même 5 sœurs et une mère, qui l'ont, chouchouté, on va le dire de même, mais qui niaisait pas, tu comprends? Fait que, il était un peu, à cheval entre les 2 là. Il était habitué à faire prendre soin de lui par des madames, mais c'était des madames qui niaisaient pas avec le POC, tu sais? Fait que, tu sais, fait qu'on remonte en 1948, je pense que mon père est né. Fait qu'on parle de quelqu'un qui sa pensée a évolué au fur et à mesure que les années ont évolué aussi. Hem, Fait que pour moi, ça, je suis pas mal née dedans, là, dans ma tête, là, j'ai pas trop de doute là-dessus. Et je me souviens d'avoir eu des moves féministes sans même m'en rendre compte, tu sais, parce qu'on mettait pas le tag nécessairement dessus quand j'étais au secondaire. Je me souviens qu'il y avait une équipe de volleyball masculine qui avait été créée à mon école, puis moi puis mes amis, on voulait jouer au volleyball, mais il y avait pas d'équipe féminine. Puis tu sais, j'ai dit: «Mais là, ça a pas de bon sens. S'il y a une équipe de gars, ben, il faut qu'il y ait on ait le droit, nous autres aussi, d'avoir une équipe de filles». Fait qu'on est allé s'installer dans un tu sais, je suis allée là, dans le bureau du directeur avec mes amis de filles à lever le poing puis à tu sais, j'étais Revendiquer, nos droits au oui, loisir. oui, c'est ça, exactement, tu sais, puis ben, je disais: «Ben, c'est parce que nous autres aussi», tu sais, puis c'était pas une Ouais, ouais. question d'égalité de sexe, c'était comme: «Ben, nous autres, on veut jouer, puis tu nous dis qu'on peut pas intégrer l'équipe des gars, fait que ça Mmh. prend une équipe des filles». Tu sais, c'est pas mal ça, puis on a le droit à notre temps de gymnase aussi, puis, tu sais, bon, toutes ces affaires-là. Tu sais, j'étais présidente de classe, j'étais, tu sais, présidente de niveau, fait que, tu sais, l'implication puis tout ça faisait partie de moi, très tôt, là. Fait que s la défense des droits des humains faisait partie de moi, puis je me suis rendu compte Mmh. au fur et à mesure que ça avançait que, oh, on avait un peu plus à défendre. Tu sais, on le voit puis on le sent là que tu souhaites, travailler pour faire avancer les enjeux, les Ouais. problématiques, puis tant mieux, on a besoin de personnes comme toi puis de modèles comme Mmh. toi. J'ai beaucoup de Si on frustration pour les revient injustices. oui, si Beaucoup. on revient, un petit peu là à la sexologie, qu'est-ce que tu dirais aux femmes ou aux adolescentes pour une émancipation affective et sexuelle saine en 2023? Ben, il y a plus c'est vrai qu'il y a plus qu'un angle à ce que j'aimerais Mmh. leur dire. Hem, Apprendre la sexualité, ça se fait. Ça se fait pas nécessairement avec de la pornographie, quoique je peux comprendre l'intérêt pour. Mais il faut comprendre qu'est-ce que la pornographie versus qu'est-ce que l'éducation sexuelle. Fait que ça, déjà, je mettrais un gros bémol là-dessus par rapport à la porn. Je leur dirais que faut se souvenir que c'est du spectacle, que se donner en spectacle, pour l'autre personne, que c'est très patriarcal, que c'est un modèle très masculin, que c'est pas orienté vers ton plaisir, c'est orienté vers le plaisir de l'autre. Même si ça peut te faire croire que tu vas avoir du plaisir. À un moment donné, il y a un brainwash qui vient avec ça. De recentrer sur soi là, revenir à nos besoins. Exactement. Et de là, je m'en allais à dire que il faut que tu connaisses qu'est-ce que toi t'aimes avant d'être brainwashé par ça. Tu sais, regarde de l'intérieur, ton corps te parle, ton corps va te parler dans des rêves à un moment donné, les sensations vont te parler, la découverte de ton propre corps est importante, l'achat de jouets pour te découvrir n'est plus ce que c'était. On parle pas de quelqu'un: «Oh mon Dieu, elle a pas de chum, pauvre chouette, faut qu'elle s'achète un chum en plastique». Non, c'est pas ça fait pas c'est plus Mmh. ça la définition de se découvrir. Fait que le plus qu'elle en sait sur elle et qu'elle est confortable dans sa propre sexualité, le moins qu'elle va s'en laisser imposer et le plus aussi qu'elle va être ouverte à peut-être découvrir d'autres choses à un moment donné et plus et plus. Et que découvrir une sexualité avec quelqu'un d'autre ne doit pas être fait, heu, en un soir. Moi, je pense qu'au niveau de la sexualité, au niveau du tu sais, tu dis sain. J'ai tellement entendu de récits de: «Ah, moi, je l'ai faite pour m'en débarrasser, là. J'étais tellement tannée, là, je l'ai faite pour me débarrasser de ça». Puis je te parle pas de faire l'amour tout le temps, là, je te parle de la première fois, là. Il y a du monde qui se met tellement de pression c'est la première fois. Puis Mmh. puis redéfinir cette première fois-là dans notre tête. Le premier baiser est une première fois, le premier toucher est une première fois, le premier tout nu avec quelqu'un est une première fois. Puis c'est toi à décider combien de premières fois et en combien de morceaux tu les découpes.
Tu sais, tu peux être tout nu avec quelqu'un, puis ça va être cette première fois-là pour ce soir-là, puis il va y avoir d'autres affaires qui vont se passer une autre fois. Je pense que c'est énorme comme morceau de prendre toutes les premières fois puis les faire comme: «Tiens, arrange-toi avec ça». Fait que Ouais. c'est stressant. Tu parlais de Geronto tantôt, il y a pas d'âge pour la découverte, pour la curiosité, pour Exact. l'éducation, pour en revenir à ses Oui, besoins. oui. Donc c'est vraiment inspirant. Mais Est-ce j'ai que 46, tu sais, je sais, je suis pas Géronto, là, vierge, mais je le sais je le sais que j'ai 46 ans et j'ai encore des premières fois. Fait qu'à un moment mmh donné, tu fais comme ça peut pas tu sais, on peut pas penser que: «Hey, ça va être fait, merci, bonsoir». Tu sais, fait que si on le voit sur quelque chose qui est linéaire et toute une vie, ben, il y a beaucoup moins de pression que de dire: «Il faut que je canne ça un soir», là. Ouais, Mmh. mais c'est inspirant ton message parce que, particulièrement au Calax, on travaille avec des femmes qui ont eu des traumas, Mmh. des événements difficiles, et cetera, au niveau de la sexualité Oui. et de revoir, de changer de lunettes par rapport à leur propre sexualité, de les amener vers des chemins de découverte, qui sont sains, qui sont, agréables, Oui. qui sont stimulants, et cetera, ben ça existe là, Oui, ça c'est existe. possible. Tu sais, la sexualité, les gens ont tendance à penser que c'est quelque chose qui est organique et inné là, parce que, tu sais, Mmh l'instinct sexuel, puis tu fais comme: «Ouais, non, non, on a dépassé ça fait longtemps, là. Il y a plus Mmh. d'instinct quand tu es rendu que tu te mets des talons hauts, pas un G-string, là, c'est pas de l'instinct ça, tu sais, c'est pas ça. Ça, c'est de l'appris. Puis tout ce qui Ouais. s'apprend peut se désapprendre pour réapprendre d'autres choses. C'est Mmh. comme fait que c'est la beauté de la chose, c'est que s'il y a quelque chose qui fait pas ton bonheur, tu fais comme: «Ah, ben, comment je peux désapprendre ça pour apprendre la bonne affaire?» tu sais? Mais c'est vraiment d'occasion que tu nous parles de tout ça parce que, tu sais, que tu sois allé directement avec la pornographie parce que justement, ce soir, on reçoit une sexologue qui vient faire une conférence à nos membres puis à peu importe qui était intéressé Mmh. sur l'impact de la pornographie sur la sexualité des femmes. Fait que, tu sais, Mmh. c'est vraiment d'actualité, Ben là. oui. Puis l'impact, tu sais, l'impact pour une ne sera jamais l'impact pour l'autre, Mmh là, dans le sens que les femmes, on sait que c'est un gros peloton, mais Ouais. tu sais, je me souviens, moi, d'avoir analysé des pochettes, juste le dessus de pochette. Ils nous demandaient au bac en sexologie d'aller faire un travail puis d'analyser les dessus de pochette, de pornographie pour, voir comment que la femme était représentée. Puis tu sais, comme en fait, on voyait bien, là, que c'était la femme objet, là, puis tout ça. Puis, puis on le sait bien, là, que ça a longtemps pas été adressé à nous, là. mh. Heu, on a c'est pas toute la même porn qui existe, puis la façon que tu réfléchis quand tu vois de la porn, souvent, tu réfléchis plus de la même façon que quand tu Mmh. Mhm. en écoutes quand tu en as jamais écouté. Fait que tu sais, tes codes deviennent à un moment donné mélangés parce que la porn est faite en fonction du plaisir de monsieur, pas des tiens, là. Ouais. Effectivement. S'il y avait un droit en tant que femme auquel tu voudrais jamais renoncer, ça serait quoi? Ah! C'est difficile comme question. Ben, c'est qu'il y en a ben trop, là, mais Il y en a bien trop, mais si je n'ai pas le droit à mon autonomie, je peux pas après ça me battre pour tous les autres droits. mmh, Si je peux pas signer pour ma propre maison, si je peux pas aller à l'hôpital sans avoir une signature de mon mari, si tu sais, si je ne suis pas un individu à part entière, je peux pas me battre pour les autres droits, fait que ça serait lui que je garderais pour essayer de refaire la bataille pour toutes les autres, là. Mais emmène-moi pas là, ça serait lourd, là. non, mais on le voit tellement dans d'autres pays, les femmes ont même pas le droit à la liberté de parole. Ben, je veux Exact, dire Puis même ici, encore au Québec, au Canada, il y a quelques années, les femmes perdaient leur identité en se mariant, là. c'est ça, mmh Donc, c'est ça, on retournera pas là, exact. s'il vous plaît. Fait que je sais pas exactement c'est quoi le nom de ce droit-là, là, mais d'être un individu à part entière et non un individu de seconde classe. Je pense ouais. que Mmh c'était comme ça qu'ils nous appelaient avant, là. mh. Ça serait le droit que j'aurais besoin parce qu'après ça, là, tu peux te battre pour les autres affaires. Ben oui, ça fait du sens. Mmh. OK. Pourquoi tu penses qu'on a encore besoin d'une journée internationale, des droits des femmes en 2023? Ben, ça le dit, elle est internationale. Je pense que la seule façon qu'on a réussi à se sortir, du fait qu'on était dominés, c'est parce qu'on s'est tenus, puis on peut pas arrêter de se tenir même si ça se passe ailleurs. Et ce qui a à se passer ici a encore à se passer, c'est pas terminé. Mais si on s'en lave les mains parce qu'on se dit: «Ah, ben, tu sais, c'est pas dans notre cours», je trouve que ça va à l'encontre complètement de la consolerie puis,
de la façon qu'on a réussi à s'en sortir, là. Fait que Mhm. ça Ouais, si ça existe encore, ben, on est là pour les autres, aussi, là. ouais, tout à La fait. solidarité, il y a pas de frontières, hein, puis Ouais. c'est ce Exact. qui nous rend plus fortes. Tu as dit que tu étais maman. Je sais pas si tu as une fille ou des filles ou tu as Non, plus des garçons. ouais. Mais peu importe là, à laquelle tu parles, à quelle fille ou femme tu parlais, si tu avais devant toi, mettons, une jeune fille, puis tu pouvais lui parler en 2050, qu'est-ce que tu lui souhaiterais? Hem, ben, mon Dieu, qu'elle sache même pas c'est quoi cette journée-là. Ça serait magnifique parce que ça veut Mhm. dire qu'il y aurait des choses de réglées. Mais, tu sais, ça va être bien banal là comme exemple, mais si jamais elle avait à entendre qu'un petit garçon se fait reprocher quelque chose comme s'il le faisait comme une fille, Mmh. on aurait fait un solide bout de chemin. Ouais. Si elle avait jamais entendu un gars, quelqu'un dire comme: «Fais pas ta fille» ou «Tu cours comme une fille, allez qui tape comme une fille». Si cette jeune fille-là entend pas ça, ça veut dire que déjà on nous voit sur un pied d'égalité, là. Mhm. Fait que Mmh. on aurait un maudit bon bout de fait que ça soit plus une, voyons, comment on dit ça? Une insulte. Mmh. Ouais. J'apprécie pas que mon sexe devienne l'insulte de l'autre Ouais, sexe. ouais. Ouais. C'est inacceptable. Mhm. Hey, on essaye-tu, un petit dernier exercice, si tu acceptes de te prêter au jeu? On a comme 4-5 questions en rafale, tu as 5 secondes pour répondre. Ouf! C'est pas ma force être concise, mais vas-y. OK, première question. Est-ce qu'on parle assez de l'anatomie sexuelle des femmes, donc clitoris aujourd'hui? Non. OK. La femme qui t'a le plus inspiré dans la dernière année? Holy crap! Dans la dernière année, 1, 2. je m'excuse, tu demandes à une TDA de faire ça, puis mon cerveau, il part d'un bord puis de l'autre. Ben non, mais c'est parce qu'il faut que ça soit bien pinpoint, tu comprends? Puis moi, c'est le genre d'affaire que je fais: «Ah, je suis bien conne, j'ai répondu ça, mais j'ai pas pensé à Ouais. ça». OK, question suivante. Oui, Enjeu social qui te préoccupe en ce moment? la montée de l'extrême droite. OK. Mhm. Qu'est-ce qui te valorise le plus dans ton rôle de maman? Hem, ma capacité à accompagner un être humain qui va devenir lui-même avec ses forces et ses faiblesses et non de vouloir qu'il devienne quelqu'un que Wow! Ouais, c'est beau. ah mon Merci. Merci Dieu, tellement. C'était tout, Mélanie. c'est ça. Mais Oui! merci tellement, honnêtement. Tu as été vraiment généreuse dans tes réponses. Puis je pense que j'aurais pu parler une autre heure, là, parce que juste en lien avec Ouais. la sexo, il y aurait plein de trucs que j'aurais voulu te parler. Mais merci d'avoir accepté de nous rencontrer. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à toutes vos usagères. Vous êtes à la bonne place, vous êtes entre bonnes mains et bonjour à toute votre équipe. Vous faites un travail exceptionnel.